Bonjour à tous, c'est le plus étendu des diocèses de France. Le diocèse de Bourges doit faire face aujourd'hui à sa superficie pour créer l'unité diocésaine. Direction donc le Berry et les départements du Cher et de l'Indre, une région majoritairement rurale, bien connue pour ses fromages de chèvre et son vin blanc, et ses vins blancs comme le Sancerre. Alors le diocèse de Bourges qui a accueilli en 2007 un nouvel archevêque, Monseigneur Armand Maillard. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque, excusez-moi, de Bourges. Vous étiez avant l'évêque du diocèse de Laval, un diocèse qui rejoint par sa ruralité les réalités du diocèse de Bourges aujourd'hui. Vous êtes né en 1943 de parents agriculteurs, vous êtes ordonné en 1970, vous avez très vite travaillé auprès des jeunes. Vous avez été aumônier de l'enseignement public et aujourd'hui, au niveau national, vous êtes membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes. Monseigneur Armand Maillard, votre expérience de 11 ans, on le disait dans ce diocèse de Laval, vous a permis de saisir les différents enjeux de ce diocèse de Bourges. Il y a quelques similitudes. D'abord, c'est la ruralité qui est le plus flagrant. Oui, c'est vrai que le diocèse de Bourges, comme on l'a dit, est le plus vaste. Donc la réalité rurale et même agricole est quand même une réalité très importante avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui sur la difficulté pour les agriculteurs de vivre. Et puis donc 2 départements, mais quand même une population qui, à l'échelle d'autres départements, est plutôt limitée, puisqu'il n'y a pas 600 000 habitants pour ces 2 départements. Donc ça veut tout de suite dire qu'on a une population qui est dispersée. Et notre premier objectif et difficulté, c'est justement d'arriver à rassembler les personnes, les familles, les chrétiens, pour constituer une communauté chrétienne qui puisse se retrouver, s'exprimer, etc., tout si vous voulez. Alors pour qu'on ait une idée plus précise des distances, du nord au sud, il y a 180 à peu près kilomètres, ce qui fait que quand vous avez une réunion de 2 heures à l'autre bout du département, vous mettez 5 heures aller-retour, voilà. Ce qui est évidemment pas évident, on imagine quand on a un emploi du temps d'évêque. Aujourd'hui, le diocèse de Bourges, c'est aussi ces 2 départements, oui, le Cher et l'Indre, qui se répondent bien, qui fonctionnent bien entre eux. Comment ça se passe aujourd'hui ? C'est-à-dire, je crois que l'Église essaie d'articuler la réalité de ces 2 départements, mais je sens bien que chaque département tient à son identité. Elle ne veut pas qu'on l'assimile ou qu'on l'absorbe ou qu'on l'avale, si je puis dire, en quelque sorte. Donc, j'essaie, pas seulement moi, mais aussi mes collaborateurs, d'avoir beaucoup de raisons et d'occasions quand même d'aller rejoindre l'Indre, puisque j'habite habituellement à Bourges. Alors peut-être que les habitants de l'Indre auraient tendance à penser qu'ils sont moins intégrés dans la vie du diocèse. C'est pourquoi j'essaie de saisir toutes les occasions que je peux pour aller au-devant de ces réalités de l'Indre. Alors l'Indre, ça veut dire bien sûr Châteauroux, ça veut dire Le Blanc, ça veut dire Pellevoisin, ça veut dire Issoudun, ça veut dire Châtillon-sur-Indre. Donc je crois que c'est important, même dans une attitude pastorale, de rejoindre ces personnes, de les écouter, d'aller les voir, de circuler, de voyager, voilà. La présence que donne le fait d'aller et de rencontrer, de parler, j'allais dire, ne peut pas être remplacée simplement par le téléphone. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en pleine visite pastorale, quand vous dites vous vous déplacez, vous allez sur le terrain très concrètement, vous allez à la rencontre de ces diocésains, vous apprenez aussi à les connaître. Qu'est-ce que vous découvrez peut-être de la particularité du Berry, de ces populations ? Si vous voulez, ce que je découvre, j'ai fait d'abord un premier tour rapide de l'ensemble des 64 paroisses et 12 doyennés qui avaient été réorganisés par un de mes prédécesseurs, Monseigneur Plateau, qui avait donc vécu et organisé un synode qui a donné lieu à toute une réorganisation de l'ensemble du diocèse et qui a donné lieu à ce redécoupage des différentes paroisses. Alors un découpage qui date de 15 ans, voilà. 1994. Voilà, voilà. Donc c'était dans les décisions, le temps de ça se met en œuvre, mais je crois que... alors ce que je remarque, si vous voulez, c'est que les chrétiens sont peut-être en chiffres
relativement peu nombreux, ils le sentent, mais ceux qui sont investis sont très, j'allais dire, partie prenante de la vie de la communauté, ce qui fait que dans chacune des paroisses, eh bien, nous avons ce qu'on appelle une équipe d'animation pastorale qui associe des hommes et des femmes à la marche de leur paroisse avec le prêtre. On a aussi conseil pastoral, conseil économique, et ça, je trouve que c'est bien en place et ça fonctionne réellement. Alors la question que j'ai entendue de nombreuses fois, c'est de dire, nous sommes là, mais après nous. Est-ce qu'il y aura des jeunes qui vont nous succéder, qui vont prendre notre place, qui auront ce même souci de l'Église, si vous voulez? C'est un peu le constat, en tout cas le cri peut-être qu'avait mis un certain nombre de diocésains. On n'a plus de jeunes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Alors, ma réponse a été de dire, eh bien, écoutez, je vais mettre en œuvre des visites pastorales ciblées sur la réalité dans chacun des doyennés de la présence des jeunes dans ce doyenné, montrer d'abord qu'il en existe encore, qu'ils ont une vie propre, qu'ils sont capables d'initiative, et puis aussi leur permettre, entre mouvements, entre le MRJC, la CE, les scouts, les aumôneries, de se dire, rencontrez-vous, que l'on vive un événement ensemble durant une journée. Donc je suis en train de faire ça dans chacun des doyennés. Et alors mon idée, c'est aussi de faire que ces visites pastorales de jeunes ne soient pas qu'entre jeunes, mais que la présence de la communauté chrétienne adulte, et pas seulement des animateurs de jeunes, vivent ensemble un événement. Vous sentez que c'est déterminant pour demain, cette nécessité de vivre en communauté? Je crois que c'est comme on dit aujourd'hui, c'est incontournable, et qu'on a besoin les uns les autres du soutien d'adultes, de ceux qui ont l'expérience. Et mon idée, c'est aussi que les adultes ont à apprendre des jeunes. Je crois que dans les jeunes que je rencontre, ils sont peut-être moins nombreux qu'avant, mais je crois qu'ils ont vraiment une expérience intérieure de foi qu'il faut leur permettre d'exprimer. Et c'est souvent ça la difficulté, c'est qu'ils ont du mal d'exprimer à des adultes et devant des adultes ce qu'ils portent en eux, mais je crois qu'ils portent réellement une expérience, appelons-la de foi, spirituelle. En tant qu'évêque, comment on arrive à créer justement les conditions d'une vie communautaire intergénérationnelle? Quels sont les ingrédients? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut préconiser aujourd'hui? Eh bien, je crois il faut que nous permettions à ce qu'il y ait une synergie entre les générations. Et donc, la consigne que j'avais donnée dans chacun des doyennés, c'était de créer, d'imaginer, d'inventer une journée vécue en commun. Et donc, il y avait toute une préparation sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et par exemple, certains doyennés ont demandé aux jeunes d'écrire une lettre aux adultes. Et les adultes étaient invités aussi à écrire une lettre aux jeunes qui disent un petit peu ce qu'ils croient, ce qu'ils vivent, ce qui est important pour eux dans les deux sens. Et d'éviter que les adultes ne soient dans l'attitude de ceux qui disent « Ah, de notre temps, c'était comme ça, voilà ce qu'on faisait », d'un air de vouloir seulement donner des leçons, mais de se mettre aussi à l'écoute des jeunes, d'entendre ce qu'ils disent, et puis de partager une expression de la foi. Est-ce que ça veut dire que le modèle qui avait été proposé en 1994, avec donc cette réorganisation des paroisses, avec un certain nombre de doyennés, avec ces deux départements qui prenaient en charge leur paroisse, aujourd'hui est un peu obsolète, qu'il faut proposer autre chose avec peut-être des analyses différentes? Je ne dirais peut-être pas ça, parce que j'allais dire, même dans ce que nous sommes en train de vivre, on s'appuie sur ces communautés telles qu'elles ont été découpées, si vous voulez, ou projetées à la suite du synode. Je crois qu'il y a des communautés chrétiennes, des paroisses
qui sont suffisamment vastes pour qu'elles aient un potentiel chacune de jeunes. Donc c'est en s'appuyant sur ces personnes, ces catégories de personnes, que l'on peut vivre cet événement. Parce que quand vous appelez les chrétiens, les diocésains à vivre en communauté, on peut imaginer qu'il y en ait qui soient plus dynamiques que d'autres, ou en tout cas certaines communautés qui soient plus attirantes que d'autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez permettre à ces communautés non seulement de pouvoir vivre, mais de pouvoir aussi rayonner sur le plan géographique, puisqu'on le disait, c'est quand même un grand département. Alors, je crois que c'est justement en favorisant, je crois, la synergie, la rencontre, la réflexion commune, le partage de la prière, la lecture de la parole de Dieu, et puis autour d'un certain nombre d'événements qu'il faut créer. Je trouve que, dans le fond, dans nos communautés chrétiennes, je le dis souvent, on ne se parle pas assez entre chrétiens. Je trouve qu'on est souvent plus riche qu'on ne pense, qu'on ne dit, de l'expérience de la foi. Moi, je suis quand même étonné de ce que j'entends quand on donne la parole, mettons, au sein du Conseil de solidarité, ce dont sont témoins le réseau des personnes qui sont dans le secours catholique, tous ceux qui se donnent dans l'accueil des migrants. Il me semble qu'il y a là des richesses, mais qui sont souvent ignorées par le plus grand nombre des chrétiens. Donc, tout ce qui peut favoriser une circulation de la parole, que ce soit par l'écrit, que ce soit par la radio, que ce soit par des événements, je trouve, est à favoriser. En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu le rôle de l'évêque de favoriser la circulation de la parole entre ces chrétiens. Et c'est aussi une manière de partager une espérance, enfin, la foi. Faire circuler la parole, communiquer. Voilà. On va parler de cet outil diocésain de pastoral, de communication, d'information, le messager du Berry. C'est ça, mensuel. Un mensuel. Un magazine diocésain mensuel, donc qui, si vous voulez, comporte une partie officielle d'information de la part de l'évêque. Mais la volonté, c'est aussi de rejoindre pas seulement, j'allais dire, les lecteurs traditionnels que pouvaient être les prêtres, les paroisses ou des communautés religieuses, mais de rejoindre un peu tous les chrétiens qui voudraient être responsables de la foi, de leur paroisse, de leur mouvement, et puis de les inciter justement à s'enrichir de l'expérience de foi que peuvent vivre d'autres. Je crois que c'est important, là encore, favoriser la circulation de la parole et inciter les personnes qui vivent un événement, une rencontre, un week-end intéressant pour eux, de se dire si c'est intéressant pour nous, ça peut intéresser d'autres. Donc avoir le réflexe, j'allais dire, du compte-rendu, du partage de la parole, de la vie, de la foi, de l'espérance. Au diocésain aujourd'hui de se saisir de ce messager du Berry. Vous avez investi pour ce magazine, vous avez embauché un journaliste. Il y a un comité de rédaction qui se met en route. Et l'autre étape, c'est, si vous voulez, de donner le réflexe aux chrétiens de communiquer ce dont ils sont témoins, en se disant, soyons fiers de ce que nous faisons. Ce que nous faisons est important pour tous. Un petit mot donc, sur le contenu, vous le disiez tout à l'heure, donc on peut y retrouver des interviews, des témoignages, quelques enseignements aussi de la parole, sur la parole, sur les évangiles. Et avec souvent un dossier qu'on pourrait appeler central sur une question qui est à la fois de la société, mais qui intéresse aussi l'Église. Dans un des derniers numéros, on a donné plusieurs pages centrales sur les questions de l'agriculture et de l'enseignement social de l'Église, pour que justement, j'allais dire, les problèmes d'une catégorie de population comme celle, mettons, des agriculteurs, pour prendre cet exemple, j'allais dire, soit mis à la portée de l'opinion publique du plus grand nombre, pour qu'on évite de s'ignorer dans ce que chacun est ou fait. Vous allez à la rencontre aujourd'hui des agriculteurs ?
Bien sûr, bien sûr. Et puis alors il y a toute une... il y a une action catholique du monde rural qui est quand même assez vivante, qui prend des initiatives, qui rencontre des agriculteurs, qui suscite des témoignages. Et donc moi je suis aussi preneur de ce type de rencontres parce que je crois que c'est important que j'allais dire, nous donnions le témoignage d'une Église qui écoute, là aussi, qui comprend un peu les difficultés dans lesquelles nous sommes et qui sont quand même nombreuses, même dans ces deux départements dont on a parlé. Au plan économique, il y a quand même de grandes difficultés. Et la démographie qu'on nous annonce pour les 20 prochaines années n'est pas très favorable, au sens où on nous dit, même si nous maintenons à peu près en chiffre absolu la population, on risque d'avoir une population vieillissante et par des personnes qui, en fin de vie, en retraite, viennent se retirer dans leur région d'origine, mais entre-temps, beaucoup de jeunes parmi, j'allais dire, les plus doués, qui vont faire des études ailleurs, ne reviennent pas dans notre département, si vous voulez. Oui, parce que chose importante dans votre diocèse, c'est qu'aujourd'hui vous étudiez justement toutes ces données démographiques pour envisager aussi le nouveau visage de l'Église de demain. Pourquoi ça a été important justement aujourd'hui de vous pencher sur ces chiffres qui sont fournis par les conseils généraux, par les municipalités? Alors nous sommes en train de mener une étude pour voir comment, à travers ces deux départements, où se situent les pôles de vie auxquels l'Église doit être attentive pour être présente à ces réalités qui, j'allais dire, rassemblent la population des jeunes par des réalités transversales au plan scolaire, au plan de la santé, et aussi avec les contraintes qu'on peut avoir du nombre de prêtres, mais c'est quand même pas ça qui est déterminant, si vous voulez. Je crois que c'est important que nous repérions ces pôles de vie sans oublier, comme je l'ai dit en début d'émission, j'allais dire des personnes qui risquent de se sentir isolées. Je trouve qu'il faut que nous articulions, j'allais dire, ces pôles de vie avec des présences de proximité, des petites communautés de personnes qui se rassemblent, qui se prennent en charge, qui prient ensemble, qui lisent la parole de Dieu, qui se regroupent, qui s'informent, mais de manière décentralisée. Autrement, on risquerait de se regrouper autour de quelques pôles qu'on soutiendrait, et puis la population qui est déjà très sensible dirait « ben oui, l'Église fait comme la société, elle nous oublie dès qu'on est un peu isolé ». C'est ce à quoi je voudrais que nous soyons attentifs ensemble. Alors quand vous dites attentifs ensemble, on peut penser aussi que la place du prêtre est importante dans ces communautés, et puis dans ces zone géographique où il y a des kilomètres à parcourir pour aller de paroisse en paroisse. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez justement la collaboration de ces petites communautés qui peuvent rester justement dans ces petits villages et un prêtre itinérant qui quand même reste un référent pour ces laïcs? Alors je dois dire qu'effectivement, surtout en cette année sacerdotale, le rôle du prêtre est quand même, j'allais dire, essentiel. Et je dois dire que je suis admiratif devant l'engagement, l'investissement des prêtres dans le diocèse qui ont quand même des charges lourdes, beaucoup de communes, mais qui, j'allais dire, jouent, je crois, le jeu d'une collaboration avec des instances, avec les mouvements, et il y a, j'allais dire, il y a une évolution dans la manière d'exercer le ministère de prêtre qui oblige à des changements de vie de la plupart des prêtres. C'est pourquoi je crois qu'il est très important, et on essaie d'y veiller, de se donner des occasions pour que ces prêtres qui sont parfois à distance les uns des autres, j'allais dire, ne s'isolent pas, mais aient des temps de partage et de soutien. Je crois que c'est très important pour nous, ce rôle du prêtre diocésain aujourd'hui, qui est riche, je crois, d'une confiance
que le grand public ignore souvent. C'est quand même étonnant quand des gens vous confient leurs soucis, leurs joies, leurs peines, leurs deuils, dans une sorte de sincérité qui est quand même très touchante, parce que, j'allais dire, la tâche du prêtre, c'est pas de la routine, c'est de rencontrer des personnes toujours neuves, de les écouter, de les regarder, de prendre du temps avec eux ou avec elles. Alors, il faut trouver un juste équilibre entre la vie personnelle et les exigences de l'engagement, mais je trouve qu'il se passe beaucoup de choses qui font mon admiration, disons. On va voir dans quelques instants des images d'ordination, c'était l'année dernière. Ça vous inquiète, vous, la diminution des prêtres dans votre diocèse? Alors vous avez un diocèse qui a, je dirais, de la chance, puisque vous aviez des ordinations tous les ans, et demain, ça sera plus la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre quelques années avant d'avoir d'autres ordinations dans le diocèse de Bourges. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Eh bien, si vous voulez, je l'appréhende quand même avec attention, et c'est quand même source de soucis pour tout évêque, mais pour moi en particulier aussi, c'est de me dire comment est-ce que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui en moins grand nombre, j'allais dire, pourront assumer ce ministère dans un équilibre de vie humain. Et si vous voulez, alors il y a ça, et puis en même temps, eh bien, j'ai le souci d'évoquer dans les différentes visites pastorales de jeunes dont on parlait tout à l'heure, d'évoquer, de faire retentir cet appel de l'Église à trouver sa place dans l'Église. Alors, que ce soit comme, j'allais dire, comme un couple chrétien, ou de s'engager dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, ou pour certains, que ce soit dans un appel plus particulier, devenir prêtre ou religieux, religieuse ou missionnaire. Et je me rends compte dans les rencontres que je peux avoir avec des jeunes, quand on parle avec eux, ils ne sont pas sans se poser ces questions-là. Alors, encore faut-il que nous leur donnions les moyens de répondre positivement à un appel qui ne les ignore pas, quoi. Mais c'est sûr que l'ambiance autour d'eux n'est pas forcément porteuse, donc c'est un appel qui s'adresse aux familles, qui s'adresse aux communautés chrétiennes. Je trouve que globalement, depuis que je suis évêque, c'était déjà un peu comme ça à Laval, il me semble que les communautés chrétiennes, telles que je les vois, telles que je les connais, ne portent pas ce souci de l'interpellation, de l'appel aux vocations presbytérales ou religieux ou religieuses comme étant un souci premier dont on se sent responsable. Il me semble qu'on est toujours dans l'attitude en se disant oh ça viendra, c'est l'évêché, c'est l'évêque, ça s'est toujours passé autrement, mais je trouve que nous sommes dans une sorte d'attitude, de situation, d'épreuve de vérité de ce point de vue-là, c'est de se dire, voulons-nous des prêtres? Et pourquoi en voulons-nous? Et qu'est-ce que nous leur demandons? Et comment nous les soutenons dans leur vie, à la fois de foi personnelle, et puis leur vie humaine. Je crois que... Alors, cette année sacerdotale, si vous voulez, est quand même l'occasion d'interpeller, d'instaurer un dialogue. Et moi, j'incite aussi les prêtres, peut-être, à être, j'allais dire, moins timides en la matière. C'est-à-dire de ne pas craindre de dire qu'est-ce qui fait leur vie, comment ils l'exercent, où sont leurs joies, même s'ils ont des difficultés. Et moi, j'ai souvenir que l'année prochaine, ou plutôt la dernière année, au cours du pèlerinage des jeunes à Lourdes, des adolescents, donc mettons les troisièmes secondes, on a eu toute une veillée au cours de laquelle chaque prêtre présent avec eux a eu un temps d'échange et d'entretien avec ces jeunes pour dire voilà ce que je fais, puis répondre aux questions. Et j'ai été surpris de l'attention qu'avaient ces jeunes à écouter les prêtres dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils croient, comme si c'était pour eux quelque chose de nouveau.
Monseigneur Armand Maillard, on arrive malheureusement au terme de cette émission. On sait que vous souhaitez être proche des jeunes. Vous étiez avec eux à Poznan pour le rassemblement européen de Thésée. Merci en tout cas, Monseigneur, d'être venu sur notre plateau. Alors vous avez effectivement l'occasion d'avoir toutes les informations du diocèse de Bourges sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est désormais disponible sur notre site internet kto.tv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur KTO.